Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac de mécanique céleste. Cette vidéo fait suite à la première vidéo de mécanique céleste dont vous trouverez le lien en haut de la vidéo. Comme précédemment, nous ferons intervenir plusieurs chapitres de mécanique, à savoir la cinématique, les lois de Newton ainsi que celui de la mécanique céleste, plus communément appelée satellite et loi de Kepler. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le menu. Dans un premier temps, nous analyserons une méthode de détection de planètes propre au sujet. On enchaînera avec une application de la deuxième loi de Kepler, connue aussi sous le nom de loi des airs. Ensuite, on abordera la méthodologie complète sur l'association de la seconde loi de Newton et du repère de Freinet dans le cas des mouvements circulaires pour déterminer l'expression de la vitesse d'une exoplanète. On utilisera nos résultats pour déterminer le rayon d'orbite de l'exoplanète. Et enfin, vous verrez comment on peut émettre une hypothèse scientifique à partir de nos calculs sur la nature d'une planète. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui like et se sont abonnés à la chaîne. On continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît. Vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout, vous aidez au référencement de la chaîne pour que d'autres personnes puissent la découvrir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Comme d'habitude, on démarre par la lecture de l'énoncé. C'est un exercice sur 6 points et je vous conseille un temps inférieur à 1 heure pour réaliser cet exercice. Les astronomes s'intéressent particulièrement aux exoplanètes, planètes situées en dehors de notre système solaire, présentant des similitudes avec notre Terre car elles pourraient éventuellement réunir des conditions indispensables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. L'objectif de cet exercice est de déterminer quelques caractéristiques d'une exoplanète dont la découverte a été annoncée en décembre 2021 dans le cadre d'un projet international. Cette exoplanète est nommée GJ367b, elle sera notée P dans cet exercice. Ici, vous avez affaire à la première information qui est au niveau de la notation de notre planète. Pendant l'exercice, celle-ci sera notée P. Elle est en orbite autour de l'étoile hôte GJ367 qui sera notée E. Même chose ici, on vous donne la deuxième notation pour la planète autour de laquelle on sera en orbite et celle-ci sera notée E. Enfin, l'énoncé nous rappelle une donnée, celle de la constante de gravitation universelle grand G. On enchaîne la lecture avec le début de la partie A, détection par la méthode du transit. Une exoplanète peut être détectée par la méthode du transit planétaire qui consiste à mesurer régulièrement la luminosité d'une étoile afin de détecter la baisse périodique de sa luminosité. Cette baisse de luminosité est associée au passage par rapport à l'observateur d'une exoplanète devant l'étoile, voir figures 1 et 2 ci-dessous. Alors je reviendrai en détail sur le fonctionnement de cette détection dans les premières questions puisqu'on va traiter de cette méthode de détection, mais ici pour être bref, sur la figure 1 on vous donne la variation de luminosité de l'étoile lors du transit mais une seule fois. Par contre sur la figure 2 en fait on vous fait apparaître plusieurs passages de cette exoplanète. On y retrouve le seuil haut de luminosité et le seuil bas de luminosité. Mais comme je vous le dis, on reviendra en détail tout à l'heure dessus. C'est parti pour la question A1. À partir de la figure 3, justifiez l'utilisation du terme périodique pour décrire la variation de luminosité de l'étoile. Comme promis, je vais commencer par vous expliquer un peu cette méthode de détection. Je vous réaffiche les figures 1 et 2 et je vous colore en jaune comme notre bon vieux soleil l'étoile hôte E. Pour la première partie de la mesure de la luminosité, l'exoplanète n'est pas encore devant l'étoile, donc la luminosité qu'on capte de l'étoile est maximale. Vous êtes sur le seuil haut de luminosité. Ensuite, lorsque l'exoplanète commence à se positionner entre nous et l'étoile, on observe une chute de la luminosité, puisque votre exoplanète va empêcher la lumière de passer à travers elle. Donc à l'étape 1, vous observez une chute de la luminosité. Ensuite, lorsque l'exoplanète est entièrement entre nous et l'étoile, on observe la chute de luminosité maximale, puisque là, toute la surface de l'exoplanète est exposée. Et enfin, dans une troisième partie, l'exoplanète sort progressivement du champ de vision, et donc on observe une augmentation de la luminosité. Donc pour récapituler, phase 1, l'exoplanète entre nous et l'étoile, donc on observe une chute de luminosité. Ensuite, elle fait son trajet entre la position 1 et 3, on est à la chute de luminosité maximale. Et enfin, en position 3, elle sort progressivement du passage de la lumière vers notre direction et on observe une réaugmentation de la luminosité. Voilà, je vous ai détaillé une seule variation de la luminosité de l'étoile lors d'un transit de l'exoplanète. Passons maintenant à la figure 2. Ici, on vous a représenté en fait ce qui se passe lorsque l'exoplanète passe 3 fois devant l'étoile hôte. La variation de la luminosité qu'on avait analysée précédemment se retrouve 3 fois sur le schéma de la figure 2. On va maintenant passer au document réponse sur lequel il fallait répondre. Les 3 variations de luminosité qu'on avait identifiées tout à l'heure, bien cette fois, elles sont représentées 15 fois. En fait, ici, on a juste fait varier l'axe des abscisses pour que notre signal apparaisse assez de fois pour pouvoir identifier que le signal est périodique. Voilà, vous savez tout sur la détection par la méthode du transit. On peut revenir à notre question. Il s'agissait de justifier l'utilisation du terme périodique pour décrire la variation de la luminosité de l'étoile.
Souvenez-vous, pour qualifier un phénomène de périodique, il faut qu'il se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Rappelez ces deux éléments pour répondre à la question 1. Sur la figure 3, on peut constater que la variation de luminosité se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux. On peut donc considérer que la variation de luminosité de l'étoile est périodique. Et voilà pour la question A1. Nous voilà maintenant à la question A2. À partir de la figure 3, déterminez la valeur de la période T du phénomène observé le plus précisément possible en indiquant la méthode employée. Pour ce faire, je vais vous récupérer le document réponse qui était fourni dans le sujet, et pour plus de confort, je vais zoomer sur celui-ci. Vous devez vous souvenir que lorsqu'on observe un phénomène périodique, entre deux répétitions de ce phénomène, on a en fait la période grand T. Bien, pour obtenir une mesure la plus précise possible, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va mesurer plusieurs périodes. Souvenez-vous, quand vous mesurez par exemple à votre règle ou par lecture graphique la durée d'un phénomène, votre erreur de mesure est plus importante lorsque vous mesurez une seule fois ce phénomène que lorsque vous le mesurez plusieurs fois. On va donc mesurer avec notre règle la longueur qui correspond à 120 heures sur l'axe des abscisses, et on va mesurer la longueur qui correspond aux 14 périodes que je note petit l. À partir de là, il nous reste plus qu'à faire notre produit en croix et expliquer notre méthode. Pour améliorer la précision, nous allons déterminer grand T en utilisant le temps nécessaire pour réaliser 14 périodes. Sur votre copie, vous pouvez indiquer l'échelle. Donc moi, attention, je l'ai mesuré directement sur le document PDF. Donc sur le papier, vous n'aurez pas forcément les mêmes. Mais par contre, étant donné que ça sera proportionnel, vous trouverez la même valeur. Pour l'échelle, moi j'ai mesuré grand L qui est égal à 19 cm et qui correspond donc aux 120 heures de l'axe des abscisses. Et pour la longueur des 14 périodes, j'ai mesuré la longueur petit l qui est de 17,1. Vous, si vous avez la feuille sous la main, il suffit de remplacer ces deux valeurs par celles que vous avez mesurées sur la feuille. Ensuite de ça, j'effectue mon produit en croix. On obtient que 14t c'est égal à petit l fois 120 divisé par grand L. Et puisqu'on cherche la valeur de t, je passe le 14 au dénominateur et j'obtiens que grand T est égal à petit l fois 120 divisé par 14 grand L. On peut passer à l'application numérique en remplaçant les valeurs qu'on a mesurées avec notre règle, et la calculette nous fournit comme résultat 7,71 429. Alors attention, avant de conclure, il faut regarder les chiffres significatifs. Le 14 qui intervient dans notre calcul est un coefficient, ici on a bien 14 périodes de tout pile, donc le 14 n'intervient pas dans les chiffres significatifs, et pour les autres mesures, on a 3 chiffres significatifs, donc le résultat final aura 3 chiffres significatifs, et on peut donc fournir comme résultat final 7,71 heures. Alors éventuellement, vous pouvez convertir ce résultat en secondes pour être plus adéquat avec les unités du système international, mais rien ne vous oblige à le faire maintenant. Pour rappel, pour passer en secondes, on multiplie le résultat en heures par 3600, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure et il y a 60 secondes dans une minute. La calculette vous fournit 2,7771 fois 10 puissance 4 secondes. Toujours pareil, on n'a que 3 chiffres significatifs, donc on conclura que la période grand T est égale à 2,78 fois 10 puissance 4 secondes. Et voilà pour la question 2. On se retrouve maintenant pour la lecture de la partie B, mouvement de l'exoplanète GJ367b. Dans le référentiel de l'étoile E supposée galiléen, on considère que l'orbite de l'exoplanète P est circulaire de centre O, centre de l'étoile, et de rayon petit r. Ici, il faut prêter attention aux hypothèses qu'on vous donne pour le mouvement. Donc déjà, le référentiel de l'étoile E est supposé galiléen, là vous sentez venir la seconde loi de Newton. Et dans un deuxième temps, on vous dit que l'orbite de l'exoplanète P est circulaire. Comme vous vous en souvenez, dans la première vidéo que je vous ai mise sur la chaîne sur les satellites, les approximations qu'on fait sur les mouvements des planètes sont très importantes à prendre en compte pour les calculs qui vont venir après. Notamment ici, vous pouvez déjà commencer à remettre en place dans votre tête le raisonnement qui consiste à utiliser à la fois la seconde loi de Newton et le repère de Freinet. Mais bon, on verra ça après. La masse de l'exoplanète est notée MP. Même chose ici que dans la première partie, on met en place les notations et on respecte son correcteur en respectant les notations qui ont été fixées dans l'énoncé. Par ailleurs, l'exploitation des observations complémentaires a permis de déterminer la valeur de la masse de l'étoile E, et on vous donne la valeur de la masse, même chose, on le met de côté puisqu'on a de grandes chances de devoir s'en servir plus tard. Voilà pour la lecture de l'énoncé de la partie B. C'est parti pour la question B3. Sans souci d'échelle, représentez sur la figure 4 la force gravitationnelle exercée par l'étoile E sur l'exoplanète P. Pour répondre à cette question, je vous réaffiche le document réponse qui se trouve en annexe, et je vous fais le rappel sur l'interaction gravitationnelle de première. Vous devez savoir, ou en tout cas vous souvenir, que la direction de l'interaction gravitationnelle, c'est la droite passant par les centres de gravité de nos astres. Ici on a le centre O et le centre P qui sont nos centres de masse, donc la force aura pour direction la droite OP. Attention, ici je parle de direction,
je ne parle pas de sens. Et pour le sens, justement, votre flèche est toujours orientée du système étudié, ici c'est notre exoplanète P, vers l'astre attracteur, ici O. Donc on aura le vecteur f de E sur P qui va partir de P et qui sera orienté vers O. Voilà pour la question 3. Question B4. Écrire l'expression vectorielle de cette force dans le repère de Freinet, P, U, T, U, N, en fonction de G, ME, MP et R. Pour répondre à cette question, laissez-moi vous réafficher ce qu'on avait déjà réalisé à la question précédente. On avait représenté le vecteur F de E sur P. Laissez-moi aussi vous rappeler ce qu'on vous avait donné en première pour l'interaction gravitationnelle. Je vous donne deux astres de centre de masse A et B séparés par une distance D et je vous ai représenté F de A sur B, similaire au schéma qu'on a nous pour notre exercice. Et on vous avait donné que l'intensité, la norme ou la valeur, ça dépend de vos professeurs, de la force F de A sur B était égale à G MA MB sur D carré. Attention, ici je ne parle que de la valeur, je ne parle pas du vecteur. Et justement, pour passer au vecteur, il faut en fait voir l'orientation de votre vecteur par rapport à votre vecteur de base. Ici, le vecteur UN, il est bien orienté dans le même sens que notre vecteur f de E sur P. Bien, je vais pouvoir rajouter à la valeur du cours le vecteur UN à la fin pour transformer cette valeur en vecteur et ainsi retrouver l'expression du vecteur f de E sur P. C'est parti pour l'expression de f de E sur P. On obtient que la force f de E sur P est égale à G ME fois MP, on fait bien attention à remplacer par les notations de l'énoncé pour les masses. De même pour D carré qui dans l'énoncé a été noté R, souvenez-vous quand on a lu l'énoncé ensemble. Et à la fin, je rajoute mon vecteur UN pour bien transformer cette valeur en vecteur. Voilà pour la question 4. Nous voilà maintenant à la question 5, énoncer la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Comme dans le précédent sujet de mécanique céleste, ici on va se contenter de citer notre cours. La deuxième loi de Kepler dit que le rayon vecteur reliant le centre d'une planète au centre du Soleil balaye des airs égales pendant des durées égales. Ni plus ni moins pour la question 5. Nous voilà maintenant à la question B6, et l'énoncé nous demande de compléter la figure 4 afin d'illustrer cette loi. On parle ici de la loi des airs, deuxième loi de Kepler, et on nous demande de justifier que le mouvement de l'exoplanète P est uniforme. Pour répondre à cette question, on va se munir du document réponse. Laissez-moi vous placer les points M1 et M2 avec M2 qui va être atteint par l'exoplanète avec un retard ΔT. Et même chose pour M3, M4, le point M4 sera atteint ΔT plus tard par l'exoplanète. Je vous fais apparaître en violet et en bleu les deux airs qui sont supposés être égales d'après la loi des airs. Et puisque la rédaction ici sera quasiment identique à la première vidéo, je vous laisse éventuellement pour plus de détails la consulter. D'après la deuxième loi de Kepler, pour une même durée ΔT, les airs balayés A1 et A2 sont égales. Or, l'orbite de l'exoplanète étant considérée comme circulaire, on a les longueurs OM1, OM2, OM3 et OM4 qui sont égales. Bien, puisque nos airs ont une surface égale, on a nécessairement les arcs de cercle M1, M2 et M3, M4 qui ont la même longueur. Bien, il ne nous reste plus qu'à diviser ces longueurs par ΔT. Et on obtient quoi ici? Distance divisée par temps, ça nous donne la vitesse. Bien, pour le trajet M1, M2, laissez-moi noter cette vitesse V1, et pour l'autre trajet, la vitesse V2, on obtient que la vitesse de parcours V1 est égale à la vitesse V2. Cette relation ayant été établie avec des points M1, M2, M3 et M4 quelconques, j'obtiens donc que c'est valable partout sur la trajectoire de l'exoplanète, et donc que le mouvement est uniforme. Voilà pour la question 6. C'est parti pour la question B7. Appliquer la deuxième loi de Newton à l'exoplanète P et démontrer que la vitesse Vp de l'exoplanète P sur son orbite peut s'écrire racine de G fois ME sur R. Pour répondre à cette question, je vais commencer par vous refaire le schéma de la méthode qu'il faut employer quand on vous parle de la vitesse d'un satellite. Dans un premier temps, vous savez que grâce à la seconde loi de Newton, vous allez pouvoir obtenir l'expression de l'accélération du satellite. Ici, puisque le point est noté P, je vous note l'accélération AP. Et dans un deuxième temps, vous savez que d'après le chapitre de cinématique, qui du coup n'avait absolument rien à voir avec les satellites dans le cas des mouvements circulaires, vous aviez que l'accélération dans le repère de Freinet avait pour expression A qui était égal à d de v sur dt, ut le vecteur tangentiel, plus v carré sur r fois un, le vecteur normal. Donc quand je parle de tangentiel et normal, c'est toujours par rapport à la trajectoire, je vous invite éventuellement à rejeter un œil sur votre cours. Bien, il faut vous souvenir qu'avec ces deux expressions de l'accélération, ça nous permet d'obtenir la vitesse vp, qui est du coup primordiale dans le cas du chapitre des satellites. Maintenant que ce rappel est effectué avec la carte mentale, on passe à la rédaction. Pour pouvoir utiliser la seconde loi de Newton, il faut bien se souvenir de rappeler que le
référentiel est supposé galiléen. Cette information vous avait été fournie dans l'énoncé et on l'avait mis en avant lors de la lecture de l'énoncé. On étudie le mouvement de l'exoplanète P dans le référentiel de l'étoile E supposé galiléen. L'exoplanète n'est soumise qu'à la force gravitationnelle exercée par l'étoile E, donc somme des forces extérieures est en fait égale à F de E sur P, qui est égale à l'expression qu'on avait obtenue précédemment. Maintenant que le bilan des forces a été établi, je peux passer à l'application de la seconde loi de Newton, qui nous donne que la somme des forces extérieures est égale à MP fois AP, en respectant toujours les notations de l'énoncé. D'où je peux affirmer que la force exercée par l'étoile E sur l'exoplanète P est égale à MP fois AP. Ici on constate qu'on a MP des deux côtés, donc je peux le simplifier, et on obtient en retournant l'expression pour présenter ça de manière plus adéquate, que le vecteur accélération AP est égal à GME sur R carré fois le vecteur de base UN. Voilà pour la partie concernant la seconde loi de Newton. On va maintenant s'intéresser à ce que dit notre chapitre de cinématique sur l'accélération. Dans le repère de Freinet, on sait que AP va avoir pour expression d2vp sur dt fois le vecteur ut, plus vp au carré sur r fois le vecteur un. Or, on a déjà montré que la vitesse vp était constante, puisqu'on avait un mouvement circulaire uniforme qu'on avait établi dans les questions précédentes. Donc la dérivée de la vitesse, puisque c'est une constante, ça va nous donner 0, ce qui a pour effet de faire partir la première coordonnée du vecteur AP selon le vecteur ut, et il nous reste que le vecteur accélération AP est égal à vp carré sur r fois le vecteur un. Souvenez-vous que ces deux accélérations sont les mêmes, donc avec ces deux expressions du vecteur AP, on obtient que l'expression obtenue grâce à la seconde loi Newton est égale à l'expression obtenue grâce au repère de Freinet. Ces deux vecteurs étant exprimés selon le vecteur UN, on peut projeter sur UN et donc il ne nous reste plus que les constantes. À partir de là, faites bien attention à isoler proprement votre VP carré. Ici le plus simple c'est de multiplier des deux côtés par R, ce qui a pour effet de faire disparaître le dénominateur à droite et de faire disparaître le carré du dénominateur pour la partie de gauche. On obtient que GME sur R est égal à VP au carré, et enfin, puisque la vitesse est positive, je peux affirmer que VP est égal à racine de GME sur R. Et voilà pour la résolution de la question B7. Question B8. Déterminer l'expression de la période de révolution grand T de l'exoplanète P en fonction de sa vitesse Vp et du rayon R de son orbite circulaire. En déduire l'égalité suivante, T carré égale 4pi carré fois R cube divisé par GME. Soit dit en passant ici, vous devez reconnaître plus ou moins la troisième loi de Kepler, même si c'est pas la question. Avant de démarrer la rédaction, on va regarder un petit peu ce qui se passe en faisant un schéma. Je vous fais apparaître la trajectoire de notre exoplanète P, dont on a dit qu'elle avait une orbite circulaire, donc je vous représente un cercle. Rappelez-vous, le périmètre du cercle, c'est P égale 2πr, et on a établi que l'orbite était parcourue avec une vitesse Vp dont on avait déterminé l'expression. Maintenant, laissez-moi vous rappeler la relation que vous connaissez depuis quelques années maintenant. Vous savez que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Si je fais passer la vitesse sous la distance, j'obtiens que le temps, c'est la distance sur la vitesse. Bien, en passant à la question qu'on cherche ici, puisqu'on cherche à déterminer la période, en fait, la distance parcourue, c'est 2πr, et la vitesse de parcours, c'est Vp. Bien, vous obteniez l'expression de la période de révolution de votre satellite. Maintenant que ceci est expliqué, on peut passer à la rédaction. L'exoplanète possède une orbite circulaire dont le périmètre est 2πr. Celle-ci est parcourue à vitesse constante Vp qui est égale à racine de GME sur R pendant une période t, d'où t est égal à 2πr sur racine de GME sur R. On va maintenant mettre en forme ce résultat. Et d'après ce que je vois sur le terrain en cours particulier, je vais vous faire le rappel sur les racines. Au dénominateur, vous avez la racine d'une fraction. Mais on sait d'après les propriétés algébriques des racines que racine de a sur b c'est égal à racine de a sur racine de b. Donc ça me permet d'éclater ma racine en bas sous forme d'un quotient. Vous savez que lorsqu'on a une fraction au dénominateur, on peut en fait multiplier par l'inverse de cette fraction. Bien maintenant, il me reste à réutiliser la même formule mais dans l'autre sens, on a un quotient de racine, mais ça fait une racine d'un quotient. Voilà, je vous ai donné toutes les étapes pour mettre en forme notre dénominateur. On revient sur l'expression de la période grand T. Mon dénominateur, il passe donc sur la droite en l'inversant, et on obtient que grand T est égal à 2πr, facteur de racine de R sur GME. Alors attention, on s'arrête pas là, puisque pour finir notre expression littérale, il faut encore rassembler les deux R qui interviennent dans notre expression. Alors, je vous donne le rappel, c'est que R, en fait, c'est égal à racine de R carré, donc
Donc le produit de R par racine de R, on peut le voir comme racine de R au carré fois racine de R. Et souvenez-vous toujours les propriétés algébriques des racines, c'est que racine de A fois racine de B, ça fait racine de A fois B. Bien, je peux rassembler mes deux R, le R carré et le R, et ça me fait un R cube. Donc R fois racine de R, en fait, c'est racine de R cube. On remplace ça dans notre expression et on obtient enfin l'expression finale de la période qui est 2π, facteur de racine de R cube sur GME. Voilà, vous avez donné le résultat sous sa bonne forme. Attention, on n'oublie pas qu'il restait une deuxième partie à cette question et il fallait en déduire l'expression de t carré. Bien, on a déjà trouvé l'expression de t, il nous reste plus qu'à élever cette expression au carré. Le 2π qui était devant au carré, ça nous donne 4π carré, 2π fois 2π, 2 fois 2, 4, pi fois pi, pi carré, et la racine élevée au carré, elle disparaît. Donc on obtient t carré qui est égal à 4 pi carré, facteur de r cube sur GME. Il nous reste plus qu'à monter le 4 pi carré au numérateur, puisque devant c'est comme si vous le mettiez divisé par 1, et puisqu'on a un produit, il n'y a pas besoin de changer le dénominateur, et on obtient la forme demandée par l'énoncé, t carré égale 4 pi carré r cube sur GME. Voilà pour notre question 8. Nous voilà maintenant à la question 9. En admettant que la période grand T est égale à 7,7 heures, montrez que la valeur du rayon R de la trajectoire circulaire de l'exoplanète autour de l'étoile E est proche d'1 million de kilomètres. Pour répondre à cette question, il faut se souvenir qu'on vient d'établir l'expression de T carré, que je vous réaffiche à l'écran. On vous donne dans la question la valeur de grand T. Donc attention, T vous a été donné en heures et vous savez que dans les unités du système international, il vous faudra utiliser des secondes. Quoi qu'il en soit, notre R qui est dans notre expression est la seule inconnue, puisque souvenez-vous dans la lecture de l'énoncé, grand G avait été donné, la masse de l'étoile avait été donnée, et T, on vient de vous le donner. Donc l'idée ici, ça va être de réussir à isoler le R, et dans un premier temps, il va falloir isoler le R cube. Bien, comme je le conseille toujours à mes élèves, plutôt que de tenter le diable, ici, je vais vous le faire étape par étape. On va commencer par transférer le GME à gauche. Donc, en fait, on multiplie à gauche et à droite par GME, d'où j'obtiens T carré GME égale 4 pi carré R cube. Et à partir de là, il nous reste à diviser par 4 pi carré pour isoler le R cube. Il vient T carré GME sur 4 pi carré est égal à R cube. Pour pouvoir continuer mon calcul, je vais transférer le R cube de l'autre côté, mais vu que c'était une égalité, ça pose aucun problème. Et pour pouvoir se débarrasser du cube, je vais vous redonner une des formules qu'on vous a donné en maths il y a peut-être longtemps, et si on vous l'a pas donné, ben je suis là pour le faire. A cube, il va falloir l'élever puissance 1 tiers pour qu'on obtienne en fait A puissance 3 sur 3, qui est en fait A puissance 1 et qui nous fait A. Donc en élevant des deux côtés puissance 1 tiers, je vais pouvoir me débarrasser côté gauche du cube, et il va y avoir puissance 1 tiers qui va apparaître sur le terme de droite. On reprend la rédaction, et on obtient R égale T carré GME sur 4 pi carré, tout ça puissance 1 tiers. On va maintenant pouvoir passer à l'application numérique. On n'oublie pas que le T a été donné en heures, donc pour pouvoir le convertir en secondes, on n'oublie pas de multiplier par 3600. On n'oublie pas de mettre ça entre parenthèses et de l'élever au carré. Ensuite, on récupère les valeurs de G, de ME dans l'énoncé qui, elle, était donnée dans les bonnes unités du système international. On divise par 4 pi carré, on n'oublie pas le puissance 1 tiers. Et la calculette nous fournit 1,0724 fois 10 puissance 9 mètres. Il est maintenant temps de se poser la question des chiffres significatifs. Les deux données avec le moins de chiffres significatifs, c'était la masse de l'étoile et la période qui avait 2 chiffres significatifs. Donc à la fin, on doit donner un résultat avec 2 chiffres significatifs. On arrondit le 0,7 à 1 et on obtient 1,1 fois 10 puissance 9 mètres. On nous demandait dans la question d'établir qu'on était proche d'1 million de kilomètres. On va donc convertir les mètres en kilomètres. Pour cela, je vais diviser par 10 puissance 3. On avait 10 puissance 9 qui se transforme donc en 10 puissance 6 et on obtient comme résultat 1,1 fois 10 puissance 6 kilomètres. Pour rappel, 10 puissance 6 c'est justement 1 million, donc là en fait vous avez 1,1 million de kilomètres. Bien, on peut conclure cette question en affirmant que R est bien proche d'1 million de kilomètres. Ce qui clôture notre question 9. Partie C avec la dernière question de notre sujet. GJ367b, une exoplanète de fer. Concernant l'exoplanète GJ367b, en décembre 2021, un magazine scientifique titre « Une planète de fer a été découverte ». Les chercheurs ont pu déterminer que l'exoplanète P a un volume VP égal à 37% du volume de la Terre, VT, et une masse grand MP égale à 55% de la masse de la Terre, MT. Ici, chose importante, on vous précise que le volume VP de l'exoplanète est égal à 37% du volume de la Terre.
et sa masse est égale à 55% de la masse de la Terre. Et on va voir tout de suite dans les données qu'on vous donne les informations concernant la Terre, ce qui va vous permettre d'en déduire les informations concernant notre exoplanète. Donc attention de ne pas passer à côté de ces informations, même si on arrive maintenant à la partie C, l'énoncé reste important. En données, on vous rappelle la masse, le rayon de la Terre, ainsi que la masse volumique du fer, et enfin le volume d'une sphère de rayon R. Question C10, calculer la masse volumique de la planète et justifier la référence au fer dans le titre « Une planète de fer a été découverte ». Ici, on est face à une question atypique. C'est assez rare dans un exercice de mécanique céleste qu'on vous demande de calculer la masse volumique d'une planète. Quoi qu'il en soit, ici, la seule chose que vous ayez, c'est de vous réfugier derrière la formule de la masse volumique. Je vous remets la formule, la masse volumique c'est ρ qui est égal à m divisé par v, et je vous remets la formule que l'énoncé nous a donnée pour le volume d'une sphère. À partir de là, on peut essayer de se laisser guider par la formule elle-même. Par définition, pour notre planète, en ajustant les notations, on va avoir ρp qui va être égal à grand mp, la masse de notre exoplanète, divisé par grand vp, son volume. Quand on a l'énoncé, je vous l'ai dit, les valeurs qu'on vous a données de mp en fonction de mt et de vp en fonction de vt, qui étaient donc les masses de l'exoplanète et la masse de la Terre, et c'est les volumes correspondants. Bien ici, vous allez pouvoir calculer la masse volumique en vous servant de la masse et du volume de la Terre. En effet, l'énoncé nous a donné que mp c'était 55% de mt, donc vous obtenez que mp est égal à 0,55 fois mt, et pour le volume, vous obtenez que vp c'est 37%, donc 0,37 fois le volume de la Terre. En se servant de la formule du volume de la sphère, vous obteniez 4 tiers fois pi fois RT au cube, d'où on obtient l'expression de ρP qui est égale à 0,55 mt divisé par 0,37 fois 4 tiers fois pi fois RT au cube. On peut maintenant passer à l'application numérique. On remplace les valeurs de mt et RT qui étaient données dans l'énoncé. Il n'y a pas de problème avec les unités, on est bien dans les unités du système international. On n'oublie pas le cube au dénominateur. Et l'application à la calculatrice vous donne 8,1965 10 puissance 3. Et pour l'unité, vu qu'on a divisé des kilogrammes par des mètres cubes, on obtient des kilogrammes par mètre cube. Il est temps de s'intéresser aux chiffres significatifs. Vous avez le 5,97 et le 6,37 qui avaient 3 chiffres significatifs, mais attention, les pourcentages, ce sont des données numériques. Donc même si ces deux valeurs attirent votre œil au premier jet, il faut bien penser que le 0,55 et le 0,37 qui sont devant ne sont pas de simples coefficients. Donc attention au piège ici, vous avez que 2 chiffres significatifs à la sortie. Bien comme résultat, en arrondissant, on obtient une masse volumique de 8,2 kg par mètre cube. Et puisqu'on doit commenter l'affirmation « une planète de fer a été découverte », on va comparer cette valeur de la masse volumique de notre exoplanète à la masse volumique du fer. La masse volumique du fer nous était donnée par l'énoncé, et pour pouvoir comparer ces deux valeurs, je vous propose d'utiliser la formule de l'écart relatif. On va donc prendre la valeur qu'on veut comparer, 8,2, à laquelle on va soustraire la valeur de référence 7,9 divisé par la valeur de référence 7,9. Ici, on peut directement enlever les 10 puissance 3 pour pas s'embêter à les avoir dans le calcul, ils n'apporteront rien. Je prends la valeur absolue de cet écart relatif, puisqu'ici on veut juste voir si la masse volumique de notre exoplanète est proche de celle du fer, que ce soit une masse volumique supérieure ou inférieure, ça nous importe peu, on veut savoir si oui ou non on peut affirmer que l'exoplanète semble être formée de fer. La calculette nous fournit 0,038, toujours 2 chiffres significatifs pour notre résultat, et cette valeur correspond à 3,8%. Ainsi, on obtient que la masse volumique de GJ367b est à 3,8% près celle du fer, d'où la référence au fer dans le titre « Une planète de fer a été découverte ». Voilà qui clôture ce nouveau sujet réalisé ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié le contenu autant que j'ai aimé le créer pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aider la chaîne à monter dans les statistiques YouTube en likant, en vous abonnant, en commentant, en faisant tourner la chaîne à vos amis. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec des propositions de vidéos qui peuvent vous intéresser, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes révisions.